Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur notre chaîne dédiée à la médecine personnalisée dans le cadre du projet PCM4U. Donc aujourd'hui on reçoit Catherine Terré qui est médecin au centre Léon-Bérard. Peut-être que Catherine, tu peux te présenter pour la communauté? Oui, bien sûr. Donc je suis oncologue médical travaillant au centre Léon-Bérard depuis maintenant plus de 20 ans et j'ai une partie de mon activité qui est dédiée à la recherche clinique. Je participe à l'unité des essais de phase clinique précoce dans cet établissement. Merci. Et puis aujourd'hui, je te reçois pour qu'on aborde un sujet dédié au développement des médicaments et des essais cliniques, pour que tu nous expliques un petit peu tout le déroulé, pour que les patients sachent un petit peu d'où ça vient. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur à peu près 10 000 molécules qui vont être identifiées, une dizaine arriveront en essai clinique et un ou deux aboutiront au stade de médicaments commercialisés. Donc la recherche est longue et laborieuse. Elle va nécessiter plusieurs phases pour arriver jusqu'à la commercialisation du médicament. Donc les premières phases, le développement du médicament, en fait, il se déroule en deux premières étapes qui sont des étapes de recherche préclinique où la molécule est étudiée en laboratoire, sur des cultures de cellules en laboratoire et puis aussi sur des espèces animales, avec souvent 3 espèces sont utilisées, dont au moins une espèce de rongeur. Et ces études servent à essayer d'identifier le mécanisme d'action de la molécule et puis de regarder un petit peu son devenir, notamment dans des organismes vivants, sa vitesse de diffusion dans l'organisme, de distribution dans tous les tissus, ses voies de transformation, ce qu'on appelle le métabolisme, et puis son mécanisme d'élimination, de façon à avoir une vision plus complète du cycle du devenir de ce médicament ou de cette molécule dans un organisme complexe vivant. Et au terme de ces analyses-là, qui sont complètes, on arrivera à estimer la dose qui pourra être administrée à l'être humain lorsqu'on passera en phase clinique, à partir de la dose qui donne le moins d'effets secondaires possible chez l'animal. Il faut savoir qu'au fur et à mesure de l'amélioration de la recherche clinique, les tests sur les animaux ont beaucoup diminué, mais parce qu'on a des améliorations au niveau de l'informatique qui permettent des simulations, parce qu'on a des capacités de culture de cellules en laboratoire qu'on n'avait pas dans les années précédentes. Mais le passage dans les tests sur des espèces animales reste incontournable pour l'heure, parce que c'est le passage sur des organismes vivants qui sont complexes, multicellulaires, et donc nous donne déjà des informations avant de passer aux études chez l'être humain. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, si la molécule a pu passer le cap de ces essais précliniques, c'est le passage chez l'être humain, dans ce qu'on appelle les phases cliniques. Et dans ces phases cliniques, le médicament va successivement devoir passer trois types de phases avant d'aboutir à une possibilité d'être enregistré comme médicament. La première phase, qu'on appelle nous les essais de phase 1, sont des essais qui vont correspondre à la première administration de la molécule chez l'être humain, et leur objectif va être d'essayer de connaître un petit peu les effets secondaires qu'on peut rencontrer, et également le mode d'administration le plus optimal et la dose à laquelle on peut espérer avoir un effet thérapeutique et un minimum d'effets secondaires. Donc ce sont des essais qui se font chez des patients volontaires. Ce sont des essais dits en escalade de dose, c'est-à-dire que les patients sont traités par petits groupes, souvent de 3, à des doses qui sont augmentées progressivement en fonction de l'observation qu'on a des patients traités sur l'apparition d'effets secondaires, par exemple, qui nous indiquent
que la dose utilisée reste correcte ou devient limitante parce qu'elle génère des effets secondaires qu'on ne souhaite pas observer de façon trop importante. Donc ces patients qui sont inclus dans ces essais sont des patients qui sont extrêmement surveillés, avec des visites médicales régulières, souvent hebdomadaires au moins au début dans les premières semaines, des bilans biologiques très réguliers, à la fois pour des analyses un peu conventionnelles sur les grandes fonctions biologiques, mais aussi pour le médicament, et puis des divers examens autres en fonction des toxicités potentielles des médicaments. Au fur et à mesure où on avance dans ces essais de phase 1 d'escalade de dose, la dose est augmentée jusqu'à la dose maximale tolérée, qui est une dose qui est estimée potentiellement efficace, mais avec des effets secondaires qui restent acceptables, gérables. À partir de ce palier de dose qui est le maximum utilisé, on détermine la dose recommandée qui sera utilisée dans les études ultérieures si, de nouveau, le médicament, la molécule passe avec succès cette première phase-là. Une fois qu'on a établi la dose, qu'on a à peu près évalué le type d'administration, le rythme d'administration des molécules, et on a une idée un petit peu plus complète des effets secondaires, le médicament va poursuivre son développement par des essais dits de phase 2, qui sont des essais qui vont plus étudier l'efficacité de la molécule, qu'on peut avoir déjà observé dans les essais de phase 1. On peut déjà avoir identifié certains types de tumeurs dans lesquels la molécule pourrait être intéressante et qui permettra de développer les essais de phase 2 dans des cohortes de patients qui auront tel ou tel type de tumeur. Les essais de phase 2 concernent aux environs de plusieurs dizaines, voire quelques centaines de patients, et on va aller regarder l'efficacité du produit en termes de réponse tumorale, et on continue à enrichir nos informations concernant les effets secondaires, puisque la population à laquelle s'adressent ces patients est un petit peu moins triée que les patients qui sont en essai de phase 1. Une fois qu'on a passé cette étape d'essai de phase 2, on a donc une meilleure vision du produit, et il va pouvoir après continuer son développement dans les essais de phase 3, qui sont les essais importants, puisqu'on va comparer cette molécule ou une combinaison de molécules au schéma de référence utilisé dans la pathologie qu'on traite. Et ces essais de phase 3 vont être des essais à grande échelle qui peuvent intéresser entre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de patients. Ce sont des essais qui sont multicentriques, parfois internationaux, et qui peuvent durer quelques années. L'objectif étant de savoir si la nouvelle molécule ou la combinaison de nouvelles molécules a une efficacité équivalente ou supérieure, ou éventuellement moins importante que le schéma de référence, et aussi si le profil de toxicité de cette molécule nouvelle ou de cette combinaison vis-à-vis du traitement de référence est parfois meilleur, ou comment il se situe par rapport au schéma de référence. Donc ces études-là sont un peu plus longues, concernent plus de patients, mais au terme de ces études, le laboratoire qui développe la molécule peut alors avoir l'ambition de demander l'enregistrement en tant que médicament de cette nouvelle molécule, et après de l'intégrer dans les traitements de référence qui sont utilisés. Donc on progressera sur les traitements grâce à ces nouveaux médicaments. Après, une fois qu'on a passé ces 3 phases importantes, qui sont les phases qui permettent l'enregistrement de la molécule en médicament, il existe une 4e phase qui est plus informelle, qui s'appelle la phase 4 ou la phase de pharmacovigilance,
qui se situe une fois que le médicament est commercialisé, quand il est utilisé à large échelle, sur des patients qui sont encore moins sélectionnés que dans les essais thérapeutiques, et qui ont pour objectif d'aller observer l'apparition éventuelle d'effets secondaires qui pourraient être tardifs ou qui pourraient survenir dans certaines situations ou en interaction avec certains médicaments. Et cette phase de pharmacovigilance, elle est ouverte de façon indéfinie. Et la déclaration des effets secondaires dans cette phase de pharmacovigilance peut être aussi bien faite par les soignants que par le patient via une plateforme informatique qui a été mise en place par notre agence du médicament. Donc voilà un peu le développement du médicament le développement d'une molécule jusqu'à ce qu'elle devienne médicament. Et il faut compter entre 10 à 15 ans de développement pour arriver aux médicaments usuels qu'on utilise en pratique courante. D'accord, donc c'est un processus qui est quand même, de ce que je comprends, assez long. Oui. Et aussi très surveillé. C'est très réglementé. La recherche clinique a un cadre légal les équipes qui font la recherche clinique sont régulièrement auditées. Que ce soit par le laboratoire qui développe la molécule, mais ça peut être aussi par les autorités de santé. Donc on a un cahier des charges à respecter et l'enjeu c'est la rigueur scientifique de façon à avoir une connaissance précise du médicament, aussi bien en termes de son efficacité que sur ses effets secondaires. Alors effectivement, tous les médicaments originaux, on va dire, sont passés par ces différentes phases. Après, une fois que le médicament original a une certaine ancienneté, son brevet tombe dans le domaine public et il y a une fabrication de génériques. Et par contre, les génériques, eux, n'ont pas du tout le même parcours. Eux, ils sont déjà, toute cette partie-là étant faite avec le médicament original, les génériques ne passent pas par ces différentes étapes. D'accord. Mais tout médicament commercialisé, quelle que soit la pathologie, quel que soit le domaine, passe par ces différentes étapes. Alors ça sort un peu du cadre du développement, mais disons que on dispose à l'heure actuelle de certains traitements de référence qui ont été basés sur toutes ces études-là. Et puis il y a ces molécules innovantes qui apparaissent, qui peuvent être plus séduisantes, qui, compte tenu du délai pour le développement, peuvent apparaître on est un peu en décalage entre les traitements de référence et les nouvelles molécules ou les molécules innovantes. Donc il arrive parfois que nos collègues oncologues souhaitent faire profiter d'une innovation après un certain nombre de lignes de traitement de référence. Et donc c'est pour ça qu'on peut leur proposer ces médicaments-là. Et l'intérêt pour le patient, c'est surtout l'innovation par rapport à ce qu'on connaît depuis parfois avec des traitements de référence qui peuvent avoir déjà de nombreuses années derrière eux. Oui, tout à fait. Alors, les études contre placebo, elles sont utilisées lorsque justement on ne dispose pas de traitement de référence. Okay. Et on n'a pas la certitude de l'efficacité du médicament. Donc dans ces cas-là, il faut le tester contre une molécule un peu neutre, qui est le placebo. Et dans ces études-là, ce sont des études qu'on dit en aveugle, c'est-à-dire que le patient n'est pas informé du traitement qu'il reçoit. Donc pour ce faire, il faut que le médicament à l'étude et le placebo aient la même forme, la même modalité d'administration, le même rythme, de façon à ce que le patient ne puisse pas faire la différence entre les deux. Et en règle générale, ce sont des études qui sont dites en double aveugle, c'est-à-dire que le médecin non plus ignore quel traitement reçoit le patient. Okay. Et ça, ce sont des études. Alors, quand il y a un traitement de référence, on n'a pas le droit d'utiliser ce type d'études, mais dans des domaines où on est sur des phases avec l'absence de traitement habituel, on peut être amené à proposer ces études contre placebo. On les étudie parfois aussi dans les traitements de support ou quand on rajoute un médicament à un traitement standard pour savoir si le fait d'ajouter une molécule au traitement standard apporte une amélioration ou permet de diminuer les effets secondaires.
Donc là, les traitements, les patients peuvent avoir les traitements standards dans les deux groupes, mais il y en a un qui aura un traitement standard plus le médicament à l'étude et l'autre qui aura le traitement standard plus la molécule placebo. D'accord, donc c'est des études qui sont également dans le domaine de l'innovation. Oui, tout à fait, puisque les molécules traitées sont des molécules pour lesquelles on n'a pas de connaissances sur son efficacité dans la population humaine. Alors ça fait partie, les études contre placebo font partie de ce développement-là. C'est simplement que le comparateur est une molécule neutre parce qu'on n'a pas de comparateur disponible dans la pratique courante. Eh bien, je vais reprendre un petit peu ce que je disais au départ, sur à peu près 10 000 molécules qui sont identifiées. Il va se faire un tri progressif déjà dans les phases précliniques, si bien que de ces 10 000 molécules qui vont passer dans la partie préclinique, probablement une dizaine arriveront en phase clinique. Et de cette dizaine qui arrivent en phase clinique, un ou deux médicaments une ou deux molécules finira par devenir un médicament autorisé. Donc c'est vraiment un SAS très, très important avec une sélection extrêmement importante des molécules et un certain nombre d'échecs, ce qui explique aussi le coût de la recherche clinique effectivement pour les laboratoires. Et j'imagine que du coup c'est aussi lié à une réglementation qui est quand même très spécifique et très normée. Oui, et puis il y a une question d'intérêt scientifique. Une molécule qui ne fait pas sa preuve en passant les différentes étapes, le laboratoire n'a aucun intérêt à poursuivre le développement et il va plutôt s'orienter sur faire évoluer cette molécule pour justement aboutir à des médicaments qui vont après être utilisables. Ok. Et les fameuses études contre placebo, du coup, elles représentent à peu près quel pourcentage de ces... Je dirais une petite partie, peut-être... Je ne serais pas certaine de mon pourcentage, mais comme ça, spontanément, je dirais peut-être de l'ordre de 10%. D'accord. C'est vraiment, c'est vraiment là où on est, sans comparaison possible. Ça peut être des études qu'on peut utiliser notamment dans les soins de support lorsqu'on essaie de démontrer l'efficacité d'un traitement complémentaire à une thérapeutique générale, par exemple. Ok. Merci beaucoup Catherine pour toutes ces explications sur tout le parcours du médicament qui, on le voit, est quand même bien complexe et bien complet aussi, et heureusement. Et puis on se retrouvera sur un autre podcast justement pour la suite, une fois qu'il y a, ou la suite ou même le parallèle aussi, parce qu'on va voir qu'on peut être inclus et en tant que patient on peut être partie prenante de cette démarche-là justement. Donc merci beaucoup et puis de rien. Merci. On se retrouvera bientôt. À bientôt.